tranquillement. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est François Proulx. Je suis professeur associé à la chaire de recherche en eau potable de l'Université Laval et fier organisateur et partenaire d'organisation de la série de conférences qu'on présente jusqu'en décembre prochain. Je travaille aussi à la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de Québec à titre d'expert en eau potable. Je vous remercie à tout le monde d'avoir répondu présent encore une fois pour cette conférence, vidéoconférence. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler les règles de fonctionnement. Donc, pour faciliter le bon déroulement de la conférence aujourd'hui, on vous demande de garder vos micros et caméras fermés durant toute la durée de la conférence, à l'exception de notre conférencière, bien entendu. La conférence devrait durer environ 30 minutes, après laquelle nous prendrons les questions des participants et participantes. À ce sujet, je vous invite à utiliser la fonction clavardage Zoom. Je relayerai par la suite la question à la conférencière. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Sonia Bemel, qui nous présentera la 4e conférence de notre programmation. Géographe spécialisée en limnologie, Sonia est titulaire d'un doctorat en aménagement du territoire et développement régional et cumule plusieurs années d'expérience en gestion de l'eau au Canada et en Europe. Très active dans la recherche et l'innovation, propre à son domaine d'expertise, Madame Bemel manifeste son engagement en supervisant les travaux d'étudiants au cycle supérieur d'universités québécoises et européennes. Madame Bemel est aussi auteure de nombreuses publications et communications. Elle se distingue également depuis maintenant 10 ans comme coordonnatrice scientifique à Agiro Québec. De plus, elle s'engage comme bénévole dans diverses organisations au Québec et à l'international visant la protection des ressources hydriques. En 2013, elle s'associe à des universitaires et à des gens d'affaires pour fonder Watershed Monitoring, partenaire, entre autres, notamment partenaire de la chaire de recherche en eau potable de l'Université Laval. Une entreprise canadienne qui vise à fournir aux intervenants impliqués dans la gestion intégrée de l'eau des solutions technologiques novatrices pour relever les défis liés au stockage et l'analyse de données sur la qualité de l'eau, de la source au robinet, tout en offrant des services d'optimisation, d'encadrement pour faciliter l'acquisition de connaissances et ainsi répondre aux besoins de gestion de l'eau, d'aménagement du territoire et de recherche scientifique. Le titre de la conférence de Sonia est « Gestion des données dans le cadre de la protection de l'eau ». Donc, à toi, Sonia. Merci beaucoup, François, pour la présentation. Merci à vous tous de vous être inscrites à cette présentation. Donc, la gestion des données dans le cadre de la protection de l'eau, le déroulement un peu de la conférence, ça va être d'abord une introduction peut-être un peu philosophique. Ensuite, on va passer à des concepts, l'explication de certains éléments pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et ensuite, je vais vous illustrer mes propos auprès de cas très concrets de gestion de données dans le cadre de la protection de l'eau. Donc, vous avez probablement déjà tous entendu parler de l'approche à barrières multiples qui a été proposée par le Conseil des ministres de l'Environnement canadien, qui vise de plus en plus à réellement arriver à une gestion intégrée de l'eau, pas seulement sur un plan de bassin versant, mais également sur un plan d'intégration des acteurs qui travaillent de la source au robinet au traitement des eaux usées, d'avoir une vision commune en termes de surveillance, gestion des opérations, les communications, pour pouvoir en même temps faire avancer la recherche, sciences et technologies, de contribuer à la sensibilisation et participation du public, de pouvoir émettre des recommandations, normes et objectifs et de promouvoir les cadres législatifs et politiques. Donc, l'objectif, somme toute, c'est qu'on puisse protéger, entre autres, nos eaux à la source pour réduire la contamination par rapport aux eaux à l'entrée d'une usine de traitement d'eau potable, donc de diminuer aussi le risque sanitaire de santé publique rendu aux personnes qui consomment la source en eau. L'objectif est également aussi de réduire un peu les silos ou on pourrait dire les cloisons entre les différents acteurs de la source au robinet à la gestion des eaux usées, mais aussi à l'intérieur même d'organisations, même ceux qui s'occupent par exemple d'un volet traitement d'eau potable. Donc, c'est un peu cette vision-là qu'on poursuit et pour pouvoir y arriver, il faut passer de plus en plus à une gestion intégrée des données, partage de l'information que je vais définir un petit peu en cours de route. En fait, je vois qu'il y a comme un trait rouge sur toutes mes slides tout d'un coup, mais bon, on va faire avec. Donc, le premier élément qu'il faut retenir, on ne peut pas gérer, c'est qu'on ne mesure pas.
qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que je vais vous donner un exemple un petit peu historique. C'est que c'est un fait qu'avant 1920, la communauté scientifique n'était pas encore d'accord, c'était pas encore mise d'accord, c'était quoi le cycle hydrologique naturel de l'eau en termes de compartiments, combien d'eau qu'il y avait dans les mers, les océans, dans les calottes glaciaires, etc. Puis ils n'étaient pas encore 100% d'accord, c'était quoi les compartiments. Donc on parle de 1920 à un moment où ce que l'humain avait déjà construit des barrages à travers la planète. Donc, avant de pouvoir même comprendre et voir mesurer le cycle hydrologique naturel de l'eau, en tant qu'humain, on l'avait déjà passablement modifié. Donc, avec souvent des conséquences qu'on ressent jusqu'à aujourd'hui, des problèmes avec des barrages qui ont été construits dans les circonstances où ce qu'on ne maîtrisait pas encore tout, des problèmes qui sont exacerbés avec les changements climatiques. Un élément un petit peu plus proche de nous, un exemple, c'est que la majeure partie des villes québécoises n'ont pas encore de compteur d'eau dans les maisons. Alors, on ne sait pas exactement c'est quoi la consommation de maison en maison, donc ça a un impact sur la bonne gestion de l'eau. L'autre élément aussi qui est un peu source du problème, c'est que les différents acteurs avec leurs visions différentes, donc ceux qui sont vraiment les ingénieurs d'un réseau de distribution versus ceux qui doivent s'occuper de la qualité de l'eau, etc., n'ont pas nécessairement la même vision non plus de qu'est-ce qui doit être mesuré, dans quel objectif. Donc, ceux qui s'occupent de la distribution d'eau sur un plan quantité, sont souvent très satisfaits par rapport à leur système en SCADA et d'autres systèmes pour dire, ah ben moi, j'ai le contrôle de la situation, je vois de tout. Donc, j'ai pas besoin de gérer ou de mesurer d'autres choses, mais ça tient pas compte, par exemple, des besoins des personnes qui se préoccupent de la qualité de l'eau. Donc, il faut aussi trouver, et ça c'est un peu un fil rouge à travers la présentation, il faut trouver aussi un petit peu une commune mesure de qu'est-ce qu'on veut mesurer pour pouvoir les gérer, mais ça en ayant des visions de biologistes, chimistes, ingénieurs, limnologistes et j'en passe, pour pouvoir bien gérer notre ressource en eau. Et en plus, on ne peut pas gérer sans une saine gestion des données. Et ça, c'est un élément qui est vraiment crucial, c'est-à-dire que si on n'a pas une saine gestion de nos données, on court un petit peu à notre perte en quelque sorte parce qu'on les, non seulement on les perd dans vraiment le vrai sens du terme et qu'on n'arrive plus à les réutiliser. Donc, d'un côté, on doit, pour des nouveaux problèmes qui se posent tout le temps, faire l'acquisition de nouvelles données ou trouver un moyen de faire le ménage dans les données anciennes. Donc, en tous les cas, on perd du temps et on perd de l'argent si on ne gère pas les données qu'on acquiert au fur et à mesure pour la prise de décision. À ce moment-ci, je me fais souvent faire la remarque, oui, mais les données sont pas toujours comparables. Donc, on a des données historiques dans certains endroits comme en Allemagne ou en France ou en Suisse où ce qu'on retourne jusqu'à 100 ans en arrière en termes de données. Qui sont effectivement pas nécessairement 100% comparables, mais à partir du moment qu'elles sont bien documentées avec les métadonnées, concept je vais vous expliquer plus précisément dans un moment, elles demeurent utilisables et réutilisables. Donc, on ne peut pas non plus prendre des décisions sans données qui génèrent du savoir et des connaissances. Et ça, ici, c'est la pyramide du savoir. Et en fait, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a en bas de la pyramide les données qui sont un peu la matière brute pour générer de l'information qui nous amène ensuite pour générer du savoir et des connaissances. Dans la suite de la présentation, on va parler de la base de la pyramide pour commencer. Donc, les données, la matière brute, elle doit être très solide pour qu'on puisse arriver aux étapes plus hautes de la pyramide. Donc, il faut déjà établir des bases très solides à ce côté-ci. Ensuite, les données qui sont cette matière brute-là, pour qu'elle devienne de l'information, doit devenir des données structurées.
Il y a d'autres modèles aussi des données semi-structurées et non structurées. On ne va pas aller dans ces paradigmes aujourd'hui. On va rester au niveau des données structurées aujourd'hui. Ensuite, à partir de tout ça, on va finir par avoir du savoir, des connaissances, de l'information avec un réseau intelligent, qui serait la clôture de la présentation. Donc, la qualité des données, la matière brute, donc on est à la base de la pyramide, relève d'une très bonne planification. En 2009, quand j'ai fait ma maîtrise avec l'Université Laval, avec Reinhard Pienitz, avec Vincent, j'ai rencontré un ancien de la Ville de Québec, M. Côté, parce que je savais pas par où commencer. Et il m'avait présenté à l'époque un cercle de contrôle de qualité qui était issu de l'industrie alimentaire. Et il m'a expliqué, il faut vraiment que tu réfléchisses comme il faut à qu'est-ce que tu veux savoir, donc les connaissances de qualité d'eau. Il faut après ça passer à une planification, optimisation de nos processus d'acquisition. Il faut faire une bonne cueillette de l'information sur les terrains avec une assurance qualité, s'assurer d'avoir des analyses en laboratoire adéquates, assurer un bon stockage d'informations, procéder à l'analyse, produire l'information, les rapports, utiliser l'information pour la prise de décision, continuer à avoir la bonne compréhension de la qualité de l'eau à cette stade-ci et recommencer le cycle en vérifiant si on a atteint nos objectifs de connaissance et quels sont les nouveaux. Donc ça m'a inspiré depuis le tout début, ce qui a amené d'ailleurs dans la prochaine étape un peu de mon parcours avec l'achat de recherche en eau potable pour aller voir encore plus loin comment on doit bien planifier les données, l'acquisition de données, dans ce cas-ci spécifique pour les eaux de surface, les lacs et les rivières. Et la partie sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est un peu deux éléments qui sont vraiment importants. D'une part, on doit tenir compte des acteurs, leurs besoins de connaissance de tous les acteurs. Et il faut faire bien attention de ne pas parler juste avec des soi-disant acteurs de l'eau. On est tous un acteur de l'eau à notre échelle parce qu'on a tous besoin de l'eau puis on la contamine tous. Donc, si on veut être capable d'amener les gens à se saisir de la problématique eau, on ne doit pas en exclure d'emblée parce que selon nos définitions généraux, ils n'en font pas partie des acteurs de l'eau. L'autre élément, c'est que ça vient rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi tenir compte de la vision des différentes backgrounds, parcours des gens qui peuvent avoir des intérêts, qui peuvent nous aider là-dedans. Donc, les biologistes, les écologistes, les limnologistes, les hydrologistes, etc. Donc, c'est très important qu'on intègre cette vision-là quand on planifie une bonne procédure d'acquisition de connaissances en incluant les besoins des personnes qu'on veut atteindre avec l'information pour vraiment protéger notre ressource. Donc, ce qui nous amène un petit peu à des définitions, c'est quoi vraiment les données et des métadonnées? Vous pouvez vous amuser, ça c'est à chercher les définitions sur le web, il y en a beaucoup, notamment sur les données. Donc, je me suis rabattue sur les plus communes, si on veut, de Larousse. Donc, une donnée, c'est un renseignement qui sert de point d'appui, ça peut être un chiffre, ça peut être d'autres choses, une représentation conventionnelle d'une information en vue de son traitement informatique, résultat d'observation ou d'expériences faites délibérément ou à l'occasion d'autres tâches et soumis aux méthodes statistiques, idéalement délibérément dans le cas de le suivi de la qualité d'eau. La métadonnée, c'est une information structurée qui permet de décrire, d'expliquer, de localiser et d'utiliser les données. Donc ça, c'est l'élément qui est bien important parce que 10 microgrammes par litre de phosphore n'égale pas 10 microgrammes par litre de phosphore. François Proulx pourrait vous en faire tout un discours sur le sujet. En tous les cas, il reste un 10 microgrammes par litre par phosphore, le 10, si on l'a pris dans les circonstances exactement identiques d'une fois à une autre, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc, à partir du moment qu'on veut gérer les données, si on veut générer de l'information, il faut réfléchir à quelles sont les données qu'on veut
qu'on veut gérer et dans quel objectif qu'on veut les gérer. Ici, c'est un peu l'exemple encore une fois, de 2010, dans le courant de ma maîtrise, où ce qu'on m'avait mis au défi de mettre en commun les données relativement au bassin versant de la rivière Saint-Charles et donc de tous les lacs, les rivières et des différents acteurs et du programme de suivi qu'on a planifié à l'époque. À ce moment-là, il y avait un collègue de travail, M. Danginou, qui m'avait mis au défi de recenser toutes les données que je devais ultimement pouvoir générer et inclusivement les métadonnées, puis quels étaient mes besoins. Donc, il y avait pas mal de données. Donc, les données numériques et leurs unités de mesure de laboratoire sont de la pluviométrie, les débits des vents, les données géospatiales sur les bassins versants, les réseaux hydrographiques, couches d'occupation du sol, contextes expérimentaux, les études, donc tout ce qui est format papier, PDF, PowerPoint, les connaissances tacites issues des modèles, données visuelles, et j'en passe. Et il fallait tout documenter à quoi que ça allait servir. Fait que le défi, c'était vraiment de définir les objectifs de la BD, de l'exploitation des données, dans le cadre d'un programme de suivi de qualité d'eau potable, d'eau de source, mais cette réflexion-là est une réflexion aussi pour d'autres types de bases de données. Ensuite, c'est de proposer une structure pour réussir une mise en commun en vue d'une exploitation optimale et flexible, intégrer les données, inclure les métadonnées, gérer les connaissances, pouvoir partager de façon contrôlée, sécuriser les données, faciliter l'exportation, automatiser les rapports, mettre à jour en continu. Ça en a fait une très longue liste, mais c'est vraiment les défis et les étapes qu'il faut suivre. Ce qui nous amène, une fois que tout cela a été réfléchi, c'est quoi des données structurées? Donc, une base de données est une structure qui permet de stocker des renseignements de manière organisée pour avoir des données structurées. Et là, il y a souvent, en fait, j'en fais une blague avec M. Manuel Rodriguez, c'est qu'une base de données d'aujourd'hui n'est plus un chiffrier Excel. Avec toute l'utilité que cela, ce n'est plus considéré une base de données relationnelle. Les anciennes bases de données se limitaient à des lignes et des colonnes, comme un tableur, qui pouvaient stocker uniquement des données alphanumériques. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus. On peut mettre en relation toutes sortes de données, des types de données, des métadonnées, pour faire des requêtes selon justement nos besoins, nos objectifs de requête. Donc, les exemples de cas concrets de gestion de ces données-là, pour vous expliquer un peu, parce que ça part tout le temps d'un besoin, on doit y réfléchir et on doit y réfléchir notamment aussi aux retombées de faire cette gestion de données-là, parce que la structuration d'une base de données est un énorme défi en soi à répondre à toutes les questions, puis je parle même pas de je parle pas de la programmation qui est en soi un long processus, mais c'est la réflexion derrière qui est quand même complexe. Donc, les 4 exemples que je vais vous présenter, c'est l'exemple d'Agiro, anciennement l'APEL, pour le programme de suivi de la qualité d'eau du bassin versant du lac Saint-Charles. L'Université de Montréal avec le projet ATTRAP sur les cyanobactéries, le projet avec la chaire de recherche en eau potable et la Ville de Québec pour l'analyse de vulnérabilité dans le cadre du règlement sur le prélèvement des eaux et la protection. On avait également d'autres partenaires directs et indirects, comme certaines OBV qui nous ont aidés dans cette démarche. Et je vais terminer cette partie-là avec le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon. Donc, le cas concret d'Agiro, puis là, sans vouloir vous expliquer les détails, ce que je veux vous illustrer ici, c'est que on avait le défi chez Agiro d'arriver à amener les acteurs municipaux, autant la Ville de Québec que les autres municipalités, à agir conséquemment aux problèmes recensés lors de l'étude limnologique 2009. Ce qui était quand même, il y avait déjà une réussite partielle. Par contre, il fallait vraiment solidifier ça, puis surtout continuer avec le bâton de pèlerin pour arriver à la protection de la ressource, et ça en ayant un suivi, un monitoring en place de long terme.
Donc, il fallait d'abord établir les bases très solides, donc toujours la base orange, c'est-à-dire d'avoir une proposition d'un programme de suivi de la qualité de l'eau qui tient compte de tous les éléments de réflexion à partir des besoins des connaissances jusqu'à la production de la donnée avec un contrôle de qualité tout au long. Donc, ce programme de suivi-là, c'était un peu le résultat de ma maîtrise et qui a été implanté à Giraud avec le financement de la Ville de Québec depuis 2010 et l'ensemble des données sont gérées dans Enki. Je peux vous dire une affaire pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui sont ici aujourd'hui. C'était une bataille de longue haleine et on se faisait aussi, pour arriver à des protections, mais on se faisait aussi souvent questionner sur la qualité de la donnée. Donc, on retourne tout le temps à la donnée. Vous savez, c'est la même chose quand on parle de changement climatique. Donc, les retombées concrètes de tous ces efforts-là, c'est un plan d'action sur le lac Saint-Charles et de la prise d'eau qui a été sorti en 2009, qui a été 2018-19, qui a été révisé en 2020 et qui nous permet d'avoir des actions concrètes pour réduire les apports en eau usée traitée, de conserver les milieux naturels, limiter la quantité des chlorures des sels de voirie, contrôler les apports en sédiments, gérer les risques d'apport en contaminants et développer une communauté apprenante dans le concept dérivé de ce que avant les gens appellent un peu les villes intelligentes, mais l'eau ne s'arrête pas aux villes intelligentes. On parle vraiment de communautés apprenantes et intelligentes en termes de gestion de l'eau. Donc, c'est toute une réussite parce qu'on a construit la pyramide à partir d'une bonne base, des bonnes informations avec lesquelles on a pu communiquer les connaissances qui sont très bien représentées dans cette synthèse ici. Un autre cas concret, c'est l'Université de Montréal avec le projet sur les cyanobactéries qui vise à comprendre le développement des cyanobactéries, le développement de leur toxicité en les mettant dès la source, en fait, jusqu'à dans l'usine de traitement d'eau potable, en les mettant dans leur contexte environnemental et en analysant les espèces et l'ADN de ces cyanobactéries-là. Les défis de ce projet-là étaient, ou est toujours en fait, qu'ils ont au-dessus de 480 points d'échantillonnage à travers le monde. Il y en a d'ailleurs aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais c'était de pouvoir gérer les données de tous ces partenaires-là avec leurs objectifs et ça en respectant le plus possible leur procédure d'acquisition de données actuelles. Donc, un besoin ici, c'est vraiment un cas assez particulier où ce qu'il y avait le challenge était de mettre le plus possible, d'inclure le plus possible de métadonnées pour pouvoir assurer une certaine comparabilité des données avec autant d'acteurs. Un autre cas concret, c'est le règlement pour la protection des eaux et leur prélèvement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le règlement pour l'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable de la province de Québec pour les villes qui approvisionnent plus que 500 personnes en eau potable. Quand on a appris que la sortie de ce règlement-là, en fait, il est devenu rapidement évident que c'est un règlement qui a comme 80% des tâches une bonne gestion des données. Donc, avec M. Rodriguez, on s'est assis pour savoir est-ce qu'on veut faire un projet de recherche pour bien comprendre les teneurs aboutissement de ce règlement-là. Et on a embauché comme étudiante à la maîtrise Julia Sirgagnon, qui a épluché le règlement, qui a regardé les guides d'application et qui l'a vérifié s'il y avait moyen de gérer ce règlement-là par le biais d'une base de données. Donc, de bien gérer les données. Donc, ça, c'était l'objectif dans le cadre du RPP et de les exploiter en fonction des éléments de ces règlements-là. Donc, ça, c'est la partie recherche avec le CREPUL, qui est devenu après ça un projet de vitrine technologique avec la Ville de Québec et avec quelques OBV Early Adopters qui nous accompagnaient dans la réalisation de tout ça.
Donc, vous allez en apprendre beaucoup plus sur le règlement bientôt avec la présentation d'Anne-Marie Quentin qui s'en vient. Mais je veux juste vous illustrer qu'on a réussi d'intégrer toutes les informations qui étaient nécessaires à ces règlements-là dans la base de données qui passe justement de la description du site de prélèvement, des aires de protection, vulnérabilité des eaux, inventaire des éléments affectant la qualité ou la quantité d'eau, évaluation des menaces et la production du rapport final. Donc ça, c'est des captures d'écran de cette vitrine technologique-là. Donc, ça nous donne une idée. Le tout est possible si on prend le temps à informatiser, si on fait une réflexion d'informatique pour la gestion de données en vue d'y arriver à un but spécifique. Donc, le dernier cas concret par rapport à la gestion de données, puis après ça, on va parler de connaissances, c'est le cas du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, que eux sont en charge de la gestion, le traitement des eaux usées de toutes les communes, comme ils disent en France, alentour du bassin d'Arcachon au sud de Bordeaux. Donc, c'est un patrimoine aussi mondial pour la biodiversité. Et il fallait bien qu'ils documentent ça. Il y avait, c'est eux qui sont en charge de la gestion des eaux, de l'acquisition de connaissances. Il y a beaucoup de projets de recherche. Et leur problématique était qu'il y a en France une obligation de rendre publiques les données brutes, de les rendre disponibles. Et le problème avec les données brutes est toujours si on les sort trop de leur contexte, on peut les interpréter un peu de façon contraire aux raisons pour lesquelles ils ont été prises. Donc, il faut vraiment se protéger avec les métadonnées. Donc, pour cette organisation-là, l'ensemble de leurs données ont été structurées dans une base de données, la base de données Enki, qui ensuite sont envoyées pour ceux qui sont rendus publics et partageables dans une version publique et qui peuvent aussi communiquer avec les outils cartographiques de l'organisation pour les rendre encore plus disponibles, notamment pour les plages. Donc, l'important, encore une fois, dans cette illustration-là, comme dans le précédent, c'est que ça prend un besoin concret. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a besoin, comment qu'on veut le faire, puis après ça, avoir une bonne organisation de l'information. Donc, maintenant qu'on a géré nos données, on veut arriver à vraiment avoir du savoir et des connaissances. Il y a Giancarlo Cesario qui m'a partagé cette trouvaille d'une référence qui est « Il n'est pas important de tout savoir, ce qui est important, c'est de savoir où trouver et comprendre ce dont nous avons besoin. » J'ai bien aimé cet élément-là parce que même si on a une base de données quelconque, on n'arrivera jamais nécessairement à tout gérer dans un seul outil. C'est pas non plus pertinent parce que, comme je disais, les bases de données sont développées dans les objectifs très spécifiques avec des besoins très spécifiques. Par contre, il faut savoir qu'elles existent. Il faut vérifier s'il y a moyen de les faire communiquer. Mais en tous les cas, il vaut mieux avoir beaucoup de bases de données avec des données bien gérées que de n'avoir aucune. Donc, pour un petit peu arriver à la définition connaissance et savoir, puis vous m'excuserez de la traduction en allemand parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre les concepts de la version française, fait que je me suis mis en allemand pour me les rappeler. Donc, les connaissances, c'est action, fait de comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose, qui nous amène au savoir, qui est l'ensemble cohérent des connaissances acquises au contact de la réalité ou par l'étude. Donc, ça, c'est pas évident. Donc, je vous donne deux exemples qui sont très différents pour illustrer ces propos-là. Le premier cas concret, c'est un projet qu'on développe présentement, auquel on travaille avec la chaire de recherche en eau potable, dont une partie a fait objet aussi d'une vitrine technologique, qui est l'outil d'aide à la décision intégrée pour la gestion d'événements dans le réseau de distribution, qui se veut aussi un outil de communication réciproque avec les citoyens et un outil de communication à l'interne entre opérateurs, gestionnaires et décideurs. Puis un deuxième cas concret qui est quand même assez différent,
qui est la mise en place proposée d'un centre d'expertise sur l'eau qui vise à avoir pour les acteurs de l'eau et les personnes qui veulent s'impliquer comme acteurs de l'eau au Québec, de leur proposer une base de pyramide commune d'acquisition de connaissances, d'arriver à un partage des informations et d'avoir un partage des connaissances et du savoir. Donc, je vais à mon cas concret un petit peu plus en détail. Ça, c'est un projet que c'est ma collègue Anna Shelley qui a pensé à ce projet-là avec François Proulx et Manuel Rodriguez. Et l'objectif, c'est de vraiment avoir un outil d'aide à la décision qui permet aux gestionnaires des réseaux de distribution à comprendre quels sont les différents événements planifiés ou non planifiés qui peuvent avoir un impact sur la qualité de l'eau dans un réseau de distribution, et ça en lien aussi évidemment avec plein de paramètres. Et le travail d'Anna sur lequel elle s'acharne, c'est de comprendre toutes les interconnexions. Donc, encore une fois, on a un objectif très spécifique. On doit réfléchir aux interrelations et on doit réfléchir à quelle est la donnée qu'on a besoin puis comment elle doit être reliée. Donc, ça, c'est vraiment pour moi du spaghetti. Mais quand la réflexion avance, on commence à voir des éléments beaucoup plus structurés déjà. Donc, les causes, par exemple, d'un événement spécifique qui est la corrosion et les conséquences de la corrosion sur la balance pour ensuite arriver à avoir une aide à la décision sur la prévention ou la réaction à un tel événement. Donc, ça, c'est juste un des événements qu'Anna travaille pour ultimement arriver d'avoir une représentation de l'information qui est beaucoup plus exploitable, qui devient plus un savoir ou une connaissance parce qu'on a fait on a mis à contribution des données, une réflexion du savoir pour pouvoir illustrer quelque chose de complexe de manière simple. Et ça, c'est aussi un des éléments importants quand on a une base de données. Donc, le dernier cas concret pour la partie savoir-connaissance, c'est une proposition, c'est le Centre d'expertise sur l'eau. C'est une proposition qui a été faite par Mélanie Delonchamp, François Proulx, Antoine Verville, Manuel Rodriguez et ma part, qui a comme objectif de faciliter, en fait, comme mission, d'aider à la mise en œuvre des plans de protection des sources d'eau et favoriser le passage de la recherche à l'action en encourageant et en facilitant le partage, la bonification, la vulgarisation, l'appropriation et la diffusion des données et des informations pertinentes, avec une vision d'instituer une plateforme d'échange propre à orchestrer et à faciliter le partage de données et de connaissances entre les acteurs de la gestion intégrée de l'eau et des acteurs scientifiques, afin de contribuer à la pérennité des sources d'eau et à la démocratisation de l'information. L'important ici, c'est de savoir qu'il y a une étude de faisabilité qui a été faite, qui a tenu compte de tous les acteurs déjà en place. Donc, c'est une organisation en toute complémentarité pour lesquelles on espère obtenir du financement à partir du ministère avec lesquels on a déjà discuté. Donc, les rouages de cette centre d'expertise-là, c'est une image qui m'a été partagée par Giancarlo Cesario. Je ne vais pas tenter de vous l'expliquer en détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif n'est pas nécessairement d'avoir toutes les données à un endroit, mais de faciliter autant le partage des connaissances, comment on bâtit une pyramide solide d'acquisition de données, comment qu'on partage l'information dans un sens comme dans un autre à tout le monde qui veut travailler sur la protection d'eau. On sait que nos plans d'eau ont été pris d'assaut cette année dans le cadre du COVID, donc les associations sont débordées avec les problèmes qu'ils rencontrent et ultimement aussi de faire un partage des connaissances et du savoir en partageant toute l'information d'une façon ou d'une autre en toute complémentarité, et ça on souligne des organisations existantes.
Donc, c'est quoi les perspectives un petit peu pour, autant pour la crépule puis Watershed Monitoring, de manière spécifique, mise à part de la grande vision précédente pour les acteurs de l'eau, c'est que nous, on souhaite évidemment continuer la collaboration au projet de la crépule, donc il y en a quand même beaucoup. Pas seulement celle d'Anna, ce que Yanis a présenté, Yanis Delplat a présenté la semaine passée. Et présentement, on est aussi en train de travailler avec la International Space University de Strasbourg en France. On a un bureau là maintenant où on souhaite exploiter les données spatiales, les observations de la Terre, des satellites, pour optimiser le monitoring des lacs et des cours d'eau, même les eaux souterraines, même les réseaux de distribution, et de faire des modèles prédictifs le plus possible. Et on travaille depuis tout récemment aussi avec l'Université McMaster en Ontario pour pouvoir gérer les données relatives aux eaux usées au service de la santé publique dans le cadre du projet de traçage de COVID-19 dans les systèmes de gestion d'eau usée des municipalités de l'Ontario pour essayer de trouver des foyers d'éclosion avant même que les personnes soient symptomatiques. Donc, voici, c'est la fin de la présentation. Merci beaucoup et n'hésitez pas à me poser les questions. Merci beaucoup, Sonia. Donc, comme je le disais au début de la rencontre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonction de chat de l'application. Moi, je me lancerais peut-être par une question, Sonia, si tu me permets. On parle de données, on parle de métadonnées, puis tu connais ma passion par rapport à ça, le niveau de la qualité. Parce que même si on a des données qu'on considère de qualité, je suppose que ça prend une validation de cette donnée-là pour s'assurer qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises par rapport aux données, de s'assurer que ce soit beton-proof, comme on dit. Mm-hmm. Tu veux savoir la démarche, la chaîne? La démarche, oui, la chaîne, parce que c'est toujours quelque chose qui me... C'est bon. Bien, en fait, la première, en fait, selon les articles scientifiques, on peut parler d'à peu près un 20, 50, 30, 10 à peu près. Ça fait 110 là, pour en avoir le cœur net, mais c'est ça qu'on veut avoir parce qu'on se fait challenger sur un 110. En fait, les premiers 20%, c'est vraiment d'avoir bien réfléchi aux besoins des connaissances et à la planification, si on veut, du programme de suivi basé sur ces connaissances, sur ces besoins de connaissances-là, et d'avoir planifié minutieusement les choix qu'on a fait sur les points d'échantillonnage, la représentativité, les objectifs, les justifications des endroits, jusqu'à le choix des outils, l'entretien des outils, choix des laboratoires, etc. Après ça, il y en a à peu près 40 à 50% de l'erreur qui s'introduit dans une donnée, qui s'introduit sur le terrain. Parce que soit les gens ne sont pas tout à fait bien formés, j'entends très souvent des remarques avec des nouveaux stagiaires qui arrivent, c'est pas compliqué, on va remplir une coupe de bouteilles d'eau puis on en passe. Et sur ce qui est facile sur papier n'est pas facile dans les circonstances de terrain, en hiver, à l'automne, quand il pleut. Donc ça, il y a énormément de contrôle de qualité à faire, des formations. Et ça, il y a une façon de faire que j'ai appris en Allemagne, que j'ai vraiment adoré. C'est que les différentes organisations qui font de l'échantillonnage se font des rencontres annuelles, se ramassent sur un lac avec les bateaux, sont un à côté de l'autre, puis comparent leur façon de faire et se challengent sur les résultats après. Et après ça, il y a évidemment toute la question du laboratoire. Ça, je te laisse expliquer le contrôle de qualité dans un laboratoire, mais c'est tout un processus de contrôle de qualité, mais pour être bien franche, n'est pas donné à tous les laboratoires, même s'ils sont accrédités. J'ai vu de toutes les sortes et il y a aussi un très grand problème, pas juste au Québec, mais notamment au Québec, par rapport à l'uniformisation de la nomenclature, des paramètres et des unités de mesure, parce que là, il n'y a vraiment aucune obligation pour avoir les mêmes
nom des paramètres et l'uniformisation des noms d'unités de mesure qui est en place. Et notamment pour le règlement sur le prélèvement des eaux et la protection, on est obligé d'utiliser 47 paramètres qui sont proposés par le ministère, mais que même dans les différents livres réglementaires et guides ne sont pas nécessairement uniformisés et encore bien moins dans les résultats de laboratoire. Et après ça, il y a le contrôle de qualité qui se fait une fois que les données sont reçues. Et ça, c'est l'élément qui est très important, c'est qu'on doit faire un post-nettoyage des données quand on fait l'analyse de données. Quand on voit qu'il y a des outliers ou des extrêmes ou des choses qui ne se peuvent pas, qu'on doit retracer notamment avec les contextes de mesure jusqu'à la vérification avec le labo ou la sonde, comment elle a été calibrée, entretenue. Et après ça, quand on a pris une bonne décision, est-ce que c'est dû au problème de la météo ou une réalité, ou d'avoir exclu toute autre possibilité de billet qu'on va décider de l'inclure. Et après ça, il y a tout le contrôle de qualité par rapport à l'analyse des données, la rédaction, l'interprétation par des pairs qui est essentiel, même si ce n'est pas pour un article scientifique. Donc, c'est vraiment toute la chaîne de production. C'est très intéressant. Il y a Manuel qui voulait poser une question. Je pense qu'il va la poser en vrai. Oui. Oui, en fait, c'est un commentaire question, parce qu'en fait, ce qu'on peut dégager d'une bonne partie de ta présentation, je fais une question en attendant que les autres posent des questions, évidemment, pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais en fait, c'est que il y a beaucoup de décisions qui sont basées sur la qualité des données disponibles pour ces décisions-là, et qu'on peut supposer que dans le passé, même dans le présent, plusieurs décisions, que ce soit en matière de protection de l'eau, en matière de réglementation et de conformité réglementaire, par exemple, ne sont pas nécessairement prises avec des données de grande qualité. Est-ce que je me trompe? Ça dépend. En fait, moi, je pense qu'il y a plus de décisions qui sont prises en laissant de côté complètement toutes les données. Alors, je pense que le danger est beaucoup plus là que d'avoir pris des décisions sur des données qui sont peut-être pas d'une super de bonne qualité. Puis, je m'explique, c'est qu'il y a un élément qu'on voit notamment dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'endroits, c'est qu'on n'est pas prêt à agir sur le principe de précaution. C'est d'agir en amont pour protéger nos sources d'eau parce qu'on sait depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, les Chinois avaient déjà des forêts protégées pour leurs sources d'eau potable, 3000 ans avant Jésus-Christ, qu'on savait que si on protégeait nos bassins versants de nos sources d'eau potable, qu'on allait avoir une eau en quantité et en qualité suffisante pour alimenter les populations. On a laissé de côté complètement ces concepts-là dans le temps des médiévales et on a commencé à agir avec des concepts un peu vraiment démédiévales, c'est-à-dire que les choses scientifiques étaient laissées de côté. Je ne veux pas faire de la religion. Mais après ça, on a laissé aussi beaucoup d'éléments entre les mains des ingénieurs, sans vouloir pointer des ingénieurs, je sais que tu en es un, mais c'est de vraiment dire on peut tout gérer avec la canalisation, on peut tout traiter. Je viens de voir les résultats de traitabilité par contaminant pour les usines de traitement d'eau potable et on ne peut pas tout gérer ou mesurer et ça devient aussi impossible de tout mesurer ou tout prendre comme données. Fait que moi, j'aimerais vraiment mieux d'amener ta réponse vers cet élément-là plutôt que le contraire. OK, donc même si on a des données limitées, comme tu dis qu'on peut pas tout, on peut pas tout mesurer dans l'environnement, il faudrait que ces données limitées soient gérées et interprétées de la meilleure façon. Oui. Ça veut dire que la qualité soit optimisée. Oui. Peut-être au bénéfice de tout le monde. Ce que Sonia a présenté aujourd'hui, à mon avis, tu pourras renchérir, et à mon avis, la démonstration que la recherche universitaire, en fait, permet de développer des concepts, de développer des connaissances, mais qu'avant de passer ces connaissances aux gestionnaires, il y a de la recherche et développement qui doit être faite, et c'est ça que vous faites à Watershed Monitoring, c'est offrir des services de recherche et développement qui permettent d'améliorer
dans votre cas, c'est les bases de données environnementales et de la qualité de l'eau pour que des meilleures décisions soient prises, que ce soit par des municipalités, que ce soit par le gouvernement dans les cadres réglementaires de protection des sources ou de protection de l'eau potable, par exemple. Oui, ben c'est tout à fait ça. Pour peu importe quel type de nouveau développement, idéalement, il faut qu'il y ait l'idéation et un développement en recherche au niveau de la recherche universitaire. Ensuite, on passe du R pur vers le développement qui est, entre autres, l'objectif des vitrines technologiques de la Ville de Québec pour pouvoir ensuite le commercialiser. Puis des fois, il y a vraiment des zones de transition où ce qu'on fait aussi des tests, des allers-retours. Et c'est là aussi toute l'importance des partenaires, autant de la recherche comme au développement puis à la commercialisation qui sont novateurs, qui sont, qu'on appelle en bon anglais, des early adopters ou the very early adopters, ceux qui se lancent très tôt à prendre un certain risque pour nous accompagner dans la démarche. Et ça, vous le savez, on a eu plusieurs. On a le plaisir de faire affaire avec plusieurs. Donc, ça, c'est l'élément aussi crucial parce qu'on peut rester, sinon, au niveau universitaire, je pense, sur un plan trop théorique de la chose. OK, merci. Merci beaucoup. Donc, pas d'autres questions pour le moment. Donc, Sonia, moi, ce que j'inviterais, s'il y a des gens qui leur arrivent des questions cet après-midi, il y a le courriel ici. Donc, je suppose que tu l'as mis pour que les gens puissent échanger avec toi. Donc, je vais en profiter pour te remercier là, de nous avoir présenté cette conférence-là. Je remercie aussi les gens de s'être inscrits et d'y avoir assisté. Je vous invite de vous inscrire à la prochaine conférence qui aura lieu le 7 octobre, qui est un petit peu en continuité avec celle d'aujourd'hui. Elle va être donnée par Mme Anne-Marie Quentin, conseillère en environnement à la Ville de Québec. Le titre de sa conférence va être « L'étude de la vulnérabilité des prises d'eau potable de la Ville de Québec ». Donc, elle va nous parler notamment de toute la procédure qui a été utilisée par la Ville pour établir la vulnérabilité de ses prises d'eau. Donc, je vous remercie. François, il y a une question, je crois. Ah oui, une minute. Ah, ici, Myriam qui dit « Quels sont les mécanismes pour maintenir les bases de données à jour lorsque les acteurs sont des différents groupes et lorsqu'il y a des enjeux de confidentialité? » Oui, ça, c'est une excellente question qui revient souvent. En fait, c'est des questions qu'on doit se poser en amont avant d'adopter un système de gestion de données quelconque. C'est-à-dire, toutes les bases de données sont conçues aujourd'hui pour avoir des accès d'utilisateurs à échelle variable avec des autorisations qui dépendent des niveaux d'accès qu'on veut bien donner. Donc, pour l'exemple, entre autres, du projet Attrape, bien que ce soit un projet avec un groupe de chercheurs, il y a quand même des données qui doivent rester confidentielles pour un groupe versus un autre groupe parce que l'idée, c'est de pouvoir publier des articles scientifiques sur ces données-là avant que les autres les reçoivent. Donc là, on donne des accès différés à des projets pour qu'ils puissent renseigner leurs données. Il reste que la personne qui est le super administrateur, si on veut, d'une telle base de données, c'est toujours la personne qui a accès à tout, qui elle voit tout, mais c'est vraiment pratiquement toutes les bases de données qui fonctionnent comme ça et on peut ajouter après ça d'autres niveaux d'accès pour peaufiner un petit peu ces éléments-là. Donc, c'est en soi pas vraiment un problème. Et en termes de mise à jour, c'est, encore une fois, on ne donne pas accès, notamment pour la mise à jour de données, à n'importe qui. Donc là, de ce côté-là, ça prend toujours aussi une formation en amont, pas tant pour la gestion de la base de données en soi, parce que ça, oui, évidemment aussi, mais surtout aussi pour la bonne compréhension des données, puis de se poser les bonnes questions au niveau des données avant de les renseigner. Merci beaucoup. Donc, le monde te remercie. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je remercie beaucoup. Donc, on va se dire à la semaine prochaine à tout le monde, ceux qui voudront assister à cette conférence-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François, Emmanuel et à tout le monde. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.